Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La captivité des cétacés. Strasbourg, le 21 octobre 2016. Animateurs. Thomas Camdura, Caroline Gérard, Adélie Krellenstein, Élodie Massiot et Flora Sigvald-Baudin. Invités. Charlotte Curé, chercheur au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, CEREMA, Laboratoire de Strasbourg, Groupe Acoustique, Strasbourg. Florian Sigronde-Boubel, ingénieur agronome et chargé de mission à la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, LFDA, Paris. Modérateur, Cédric Sueur. Résumé. Dans le monde, il existe 340 delphinariums répartis dans 60 pays qui abritent plus de 2500 cétacés. En Europe, le premier delphinarium ouvre ses portes en Espagne en 1966. On en recense actuellement 33 dans toute l'Union européenne, pour un total d'environ 280 cétacés. En France, les delphinariums ont pour obligation d'être adaptés à la biologie de chaque espèce. Mais de telles prescriptions sont-elles suffisantes pour respecter le bien-être des cétacés captifs ? En effet, la multiplication des accidents dans les delphinariums pose une nouvelle fois la question du bien-fondé de leur captivité. L'orque Tilikum qui noie sa dresseuse en 2010 est un événement rendu tristement célèbre par la sortie du film documentaire Blackfish en 2013. En regroupant les complexes SeaWorld et Marineland, c'est une dizaine d'accidents qui ont déjà été comptabilisés à l'heure actuelle. Ces accidents, couplés à la découverte de capacités cognitives élevées chez ces animaux, amènent le public à penser qu'un réel mal-être psychologique existerait chez ces cétacés, peut-être en lien avec leur captivité. Qu'en pensent les spécialistes ? Cités comme Thomas Camdura, Caroline Gérard, Adélie Krellenstein, Élodie Massiot, Flora Sigvald-Baudin, Charlotte Curé, Florian Sigronde-Boubel, Cédric Sueur, Marie Pelé. 2017. La captivité des cétacés. Dans Questions d'actualité en éthique animale, de Marie Pelé et Cédric Sueur, édition L'Harmattan, Paris, France. Introduction. Les cétacés représentent un ordre de mammifères aquatiques regroupant environ 80 espèces. Certaines possèdent des fanons comme les baleines et d'autres des dents comme les orques ou les dauphins. À l'origine, ce sont des animaux terrestres qui se sont réadaptés à l'environnement aquatique. Ils en ont gardé certaines caractéristiques comme des poumons qui les obligent à remonter à la surface pour respirer, contrairement aux poissons. La première tentative de captivité de cétacés remonte à 1861 avec 2 bélugas à l'aquarium de New York aux États-Unis. S'ensuit la présentation de marsouins également à New York au début du XXe siècle. Mais la longévité de ces premiers individus capturés est très courte faute de soins adaptés. En 1938, le Marine Studio de Floride capture une colonie de dauphins dans le but de faire des films. 10 ans après, ce studio deviendra un vrai delphinarium, le Marineland. Les capacités d'apprentissage exceptionnelles des dauphins attirent la curiosité des touristes, des scientifiques et même des militaires. Ce studio créera le premier dauphin éduqué prénommé Flippy, héros de la série télévisée Flippy le dauphin, et rendra définitivement les dauphins célèbres dans le monde entier. Le succès et la rentabilité amènent à multiplier les parcs aquatiques et à capturer des animaux toujours plus grands et plus impressionnants comme les premières orques en 1961. En Europe, le premier delphinarium ouvre ses portes en Espagne en 1966. On en compte actuellement 33 dans toute l'Union européenne, abritant environ 280 cétacés. Certains pays interdisent cependant ces infrastructures. C'est le cas de la Suisse, de la Croatie, de la Slovénie et de Chypre en Europe, du Chili, du Costa Rica et de l'Inde dans le reste du monde. En Europe, l'importation de cétacés est interdite à des fins commerciales. Cependant, certains delphinariums justifiant d'activités scientifiques peuvent obtenir des dérogations. Depuis quelques années, l'opinion publique et la législation sur le bien-être animal imposent une pression grandissante aux delphinariums. Par exemple, l'article 10 de l'arrêté du 25 mars 2004, qui s'applique à tous les établissements accueillant des animaux captifs, indique que les animaux doivent être entretenus dans des conditions d'élevage de haut niveau permettant de satisfaire leurs besoins biologiques et de conservation, leur santé et une large expression de leur comportement naturel,
ceci en créant des infrastructures adaptées à la biologie de chaque espèce. Cette législation régit aussi des règles pour l'alimentation, l'aménagement et la dimension des bassins, la manutention et la mise en place de contrôles sanitaires. Mais est-ce que ces prescriptions sont suffisantes pour assurer le bien-être des cétacés captifs? En effet, la multiplication des accidents dans les delphinariums pose une nouvelle fois la question du bien-être des cétacés et du bien-fondé de leur captivité. L'orque Tilikum noie sa dresseuse Dawn Brancheau en février 2010, événement rendu tristement célèbre par le documentaire Blackfish réalisé par Gabriella Copperswaite et sorti en 2013. Au total, une dizaine d'accidents ont été recensés à l'heure actuelle. Des accidents avec des animaux s'en prenant à leurs soigneurs existent aussi chez d'autres espèces animales comme les lions. Cependant, ces incidents ne semblent pas avoir modifié l'opinion publique sur le bien-fondé de la captivité des félins, ou du moins pas dans les mêmes proportions que pour les cétacés. Pourquoi une telle différence d'opinion? Les recherches effectuées sur les cétacés en delphinarium montrent une réelle intelligence chez ces animaux. La découverte de ces capacités cognitives élevées, en plus des accidents, amènerait le public à penser qu'un réel mal-être psychologique existe chez ces cétacés, peut-être en lien avec leur captivité. FSB. Je voudrais juste rajouter quelques mots par rapport à cette introduction déjà très complète. Je suis chargé de mission pour la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences, LFDA. En quelques mots, cette fondation est un groupe de réflexion pluridisciplinaire autour de l'animal, qui vise à transposer dans le droit les différentes connaissances scientifiques acquises et les avancées éthiques nécessaires pour faire évoluer les conditions des animaux, qu'il s'agisse des animaux de rente, de laboratoire, des animaux sauvages captifs, avec le cas des cétacés notamment, et des animaux libres. Je rajouterai juste quelques éléments sur la captivité des cétacés en delphinarium. Les connaissances acquises sur l'animal à l'état sauvage et sur l'animal captif montrent différents points. Tout d'abord, les orques et les dauphins détenus dans les delphinariums sont placés dans des conditions incompatibles avec leurs besoins physiologiques et comportementaux. Il existe donc des problèmes en matière de bien-être. Les présentations en spectacle, les interactions avec le public mettent les animaux dans des conditions de souffrance qui sont évitables mais surtout non nécessaires. Pour ces raisons, nous demandons la Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences mais également d'autres acteurs, la fin de la captivité des cétacés telle qu'elle existe actuellement. Replaçons-nous dans le contexte. Les delphinariums sont régis par différents textes européens. Un règlement qui encadre l'importation de ces animaux datant de 1996. Une directive européenne de 2002 est transcrite sous la forme des apostrophes. Un arrêté en 2004 qui encadre les règles de fonctionnement des parcs zoologiques. Et enfin un arrêté spécifique sur les règles de détention de ces animaux qui date de 1981. Pour revenir un peu plus sur des faits d'actualité, dans le cadre de la loi pour la reconquête de la biodiversité, différents amendements relatifs à la détention des cétacés ont été déposés. La ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, Ségolène Royal, a demandé que la réglementation en vigueur soit revue et qu'un nouvel arrêté soit pris. La Fondation Droit Animal, Éthique et Sciences a été auditionnée et a ainsi pu faire certaines remarques et demandes par rapport au contenu du texte. Ceci a été l'occasion pour nous de demander une nouvelle fois l'arrêt de la captivité des cétacés telle qu'elle existe actuellement. Au cours de ce débat, je me baserai essentiellement sur les connaissances acquises sur l'animal à l'état sauvage et sur l'animal captif, et notamment sur une enquête de 2011 qui mesure comment la directive Zoo a été mise en œuvre à l'échelle des delphinariums en France mais aussi en Europe, également sur le projet d'arrêté et sur ses dispositions actuelles et enfin sur des retours d'expérience d'associations de terrain comme l'association Cétacés avec laquelle nous travaillons sur ce sujet. Animateur, quel serait pour vous l'intérêt premier de la captivité en zoo en un mot? CC. Selon moi, le premier intérêt de la captivité des animaux devrait être la participation à la conservation des espèces. Il y a plusieurs exemples d'espèces rares, pour lesquelles il a été possible de faire de la reproduction avec des programmes de réintroduction. Cela peut être une manière d'assurer la pérennité d'une espèce menacée, même s'il est clair que cela ne fonctionne pas avec tous les animaux. Pour les cétacés,
il est très difficile de réaliser de la reproduction en captivité suivie d'une réintroduction en milieu naturel. Donc, finalement, l'intérêt réside dans la facilitation des observations qui mènent à mieux comprendre leur physiologie, leur comportement et certaines performances cognitives, grâce à des expériences impossibles à mettre en place en milieu naturel. Autrement dit, d'utiliser les delphinariums comme des laboratoires dans le respect des règles éthiques relatives au bien-être de ces animaux. Dans ce cadre-là, le dressage et les spectacles ne sont pas utiles et un nouveau modèle économique est à imaginer. FSB. Je vais avoir un point de vue différent. Il n'y a pas d'intérêt à la captivité des cétacés. Actuellement, l'intérêt premier des delphinariums est de générer du profit parce que ce sont des entreprises commerciales. Elles doivent perdurer et les animaux, malheureusement, sont utilisés comme des atouts commerciaux. Par contre, l'intérêt premier de cette captivité, s'il devait y en avoir un, serait véritablement de diffuser des messages de préservation des espèces dans leur milieu, avec leurs habitudes. Ce qui est finalement incompatible avec ces notions de captivité, mais également avec les objectifs économiques auxquels les parcs sont soumis. Animateur. Vous venez de parler de la perspective éducative. Est-ce que selon vous la captivité et en particulier celle des cétacés est un moyen efficace de sensibilisation du public sur l'espèce en question ou est-ce qu'il faudrait apporter des améliorations? FSB. Effectivement, la sensibilisation du public à la condition des espèces est prévue dans l'Union européenne et en France. Les delphinariums doivent répondre à la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public, c'est l'article numéro 3 de la directive de 1999. Cependant, la captivité apparaît comme un moyen qui est à la fois biaisé et insuffisant pour mettre en place cette éducation et cette sensibilisation même si elle y participe. Insuffisant, car d'après une enquête de 2011 sur les delphinariums, 2/3 d'entre eux ne présentaient pas les différentes informations qui sont pourtant imposées par les directives et les arrêtés. Sur l'exemple des spectacles, existants pour tous les delphinariums en Europe, sur leur contenu d'environ 20 minutes, il y a 2 minutes qui portent sur les conditions de vie, la biologie et le comportement des animaux. Ce sont également des éléments qui peuvent apparaître biaisés, car on diffuse des messages sur des animaux, que l'on présente comme ambassadeurs de leur espèce, alors que ce sont des individus captifs qui n'ont pas forcément les mêmes comportements biologiques et qui sont différents. La question que l'on se pose est donc, la captivité est-elle un moyen efficace de sensibilisation? C'est surtout un moyen qui est dépassé. Il est possible aujourd'hui d'observer les animaux dans leur milieu avec le développement depuis 1990 de ce que l'on appelle le whale watching, ou tourisme baleinier puisque les dauphins sont présents sur l'intégralité des côtes en France. Il est possible d'aller voir les animaux à l'état sauvage, tout en faisant attention à bien respecter les règles d'approche. Aussi, pour se sensibiliser, il y a des reportages et des articles qui permettent, avec un esprit critique, de faire la part des choses sur ce que l'on voit. CC. La sensibilisation par la captivité est-elle plus efficace qu'une sortie en mer ou des films? La réalité est que la motivation du public, c'est d'aller au cirque, se faire plaisir, se divertir en famille et non d'aller prendre une leçon de sensibilisation. Supposons que la sensibilisation soit un effet secondaire positif des parcs d'attractions. La question est la suivante. Peut-on vraiment sensibiliser le public en faisant des spectacles où les comportements effectués par les animaux ne reflètent en rien leur comportement naturel? Sensibiliser à la protection et à la fragilité des espèces en réalisant des spectacles est une contradiction difficile à tenir. Un delphinarium scientifique, sans spectacle, serait tout à fait envisageable, certainement moins profitable économiquement, mais plus constructif sur presque tous les autres plans. Dans ce cas, la caution scientifique serait bien plus consistante. Ces delphinariums scientifiques assureraient tout autant, voire mieux, ce que l'on appelle en pédagogie, la confrontation au réel. On approche en vrai des animaux difficiles à approcher dans la nature, ce qui peut avoir une incidence très concrète sur la considération que l'on a de ces animaux-là. Animateur. Nous allons maintenant aborder l'aspect scientifique puisque la communication et la sensibilisation du public passent par la connaissance, et donc par la recherche scientifique. Les programmes de recherche en captivité sont-ils nombreux? Et quels sont les sujets privilégiés lors de ces programmes? Modérateur.
Un article paru en 2016 a analysé la littérature scientifique. Presque 3000 articles parus dans environ 500 journaux. Sur les orques, il y a beaucoup d'études qui portent sur le milieu naturel, plus de 90%, essentiellement sur la santé et la physiologie qui sont liées aux conditions de vie et aux habitats. On retrouve également des études sur la pollution qui a des impacts sur la génétique et la reproduction des animaux, sur leur distribution géographique, leur alimentation et leur prédation. Concernant les dauphins, 68% des études portent sur le milieu naturel, sur la santé et la physiologie des animaux, leur distribution géographique, leur socialité et leur cognition. Par rapport aux publications qui comparent les animaux captifs et sauvages, moins d'1% concerne les orques et 1,3% les dauphins. Les auteurs ont comparé les pourcentages d'études menées en delphinarium et en milieu naturel par thématique. En delphinarium, beaucoup d'études portent sur la physiologie et sur la cognition des animaux. C'est en effet beaucoup plus compliqué de faire des études sur les capacités cognitives des animaux en milieu naturel. Il faut savoir que l'écolocalisation des dauphins, la capacité à émettre des ondes dans les ultrasons a été découverte en captivité et les études perdurent en milieu captif. Pour ce qui est du milieu naturel, il y a peu d'études sur la cognition mais de plus en plus d'études sur la socialité et sur les interactions homme-animal. Il y a notamment beaucoup d'études sur le whale watching, parce que cette pratique a un impact assez fort et parfois intrusif sur les animaux. Par exemple, aux États-Unis, le Marine Mammal Protection Act encadre de manière très rigoureuse cette pratique, pas de mise à l'eau des personnes, nombre limité d'observateurs. En 2013, 30 millions de personnes avaient déjà nagé avec des dauphins. FSB. Le chiffre d'affaires du whale watching avoisine les 3 milliards de dollars par an, ce qui correspond à 1,5 million de personnes par an. Animateur. Pensez-vous que les résultats obtenus en captivité sont applicables aux populations du milieu naturel et permettent des avancées, notamment en matière de conservation ? CC, en effet, certaines choses ne sont pas applicables aux populations naturelles. Je pense par exemple aux données relatives au comportement social. Les résultats de ces études sont forcément biaisés par la captivité. En revanche, les données obtenues sur leur performance cognitive, mnésique, sensorielle, leur capacité à résoudre des problèmes, sont exploitables et impossibles à réaliser dans la nature ou alors sans grand bénéfice méthodologique. Ces données contribuent naturellement à une meilleure compréhension de ces espèces. Animateur. Les moyens actuels pour étudier les cétacés dans leur milieu naturel sont-ils difficiles à mettre en œuvre ? Quelles sont les limites ? CC. Il est vrai que l'étude des populations naturelles est difficile à mettre en œuvre. Il y a de réelles limites généralement dues au suivi des animaux qui disparaissent sous l'eau. De plus, il est difficile de maîtriser tous les paramètres sur le terrain de sorte que les conditions opératoires soient les plus homogènes possibles. Les expériences sont très lourdes à mettre en œuvre, mais avec de l'énergie et des moyens, on peut observer et démontrer plein de choses. Il y a de plus en plus de travaux scientifiques qui ont lieu sur le terrain de nos jours, avec des animaux sauvages. Certaines observations sont encore impossibles à réaliser dans la nature, mais il ne faut pas penser que le delphinarium est le lieu incontournable pour faire de belles découvertes scientifiques sur le comportement des cétacés, ou sur leur biologie en général. On peut d'ailleurs prédire qu'avec la miniaturisation et la sophistication des procédés d'enregistrement du comportement des cétacés, de plus en plus de découvertes auront lieu dans les écosystèmes naturels. Animateur. Est-ce que les protocoles de recherche réalisés en conditions de captivité mais aussi en conditions naturelles sont contrôlés par des comités d'éthique ? FSB. Actuellement, dans la réglementation des delphinariums et des parcs zoologiques, il n'est pas demandé la mise en place de comités d'éthique tels qu'ils peuvent exister en matière d'expérimentation animale. Dans le cadre du projet d'arrêté, il n'est pas question de comité d'éthique, mais de comités scientifiques et techniques qui se réuniraient plusieurs fois par an pour travailler sur des questions concernant le bien-être des animaux, les stratégies éducatives, les travaux de recherche. Mais ces comités seraient composés essentiellement de membres internes à l'établissement, ils seraient donc à la fois juges et parties prenantes. Nous pourrions demander la mise en place de comités d'éthique nationaux sur la question animale de façon générale sur tout ce qui est delphinarium, zoo,
animaux de rente, animaux de laboratoire. C'est une demande qu'avait fait la LFDA, il y a de nombreuses années. Les choses ont beaucoup progressé. En effet, même en conditions naturelles, les protocoles sont au préalable soumis à un comité d'éthique et l'obtention de permis est nécessaire. On ne peut donc pas faire n'importe quoi, même si l'expérimentation a l'air non invasive et a priori sans impact. Par exemple, lorsqu'il s'agit de diffuser un son sous l'eau et de mesurer comment l'animal réagit et répond à ce son. Il faut de toute façon passer par ces comités d'éthique et démontrer que toutes les procédures sont réalisées à l'intérieur d'un cadre suivant des règles en matière d'expérimentation avec les animaux. C'est parfois très contraignant, mais indispensable pour garantir une parfaite transparence du travail des scientifiques envers la société. Animateur. Nous allons aborder la question de l'utilisation des cétacés à des fins militaires. Est-ce que cette utilisation est toujours d'actualité ? Et dans quelles conditions est-elle réalisée ? FSB. Il y a une dizaine d'espèces de cétacés qui ont été testées et utilisées à des fins militaires, des orques, des globicéphales et des bélugas. Actuellement, la principale espèce de cétacé qui est utilisée est le grand dauphin, mais on trouve également d'autres mammifères marins tels que les otaries de Californie. On dénombre plus d'une trentaine de dauphins soldats en Russie. Aux États-Unis, 85 dauphins soldats sont entraînés avec 50 otaries à la base navale de San Diego, US Navy Marine Mammal Programme. D'un point de vue historique, cette activité s'est développée dans les années 1960 dans un contexte de guerre froide où l'animal, finalement, est devenu un outil dans la course à l'armement. Des centres et des programmes d'entraînement ont été mis en place, et tout cela a été gardé secret jusque dans les années 1990. Pourquoi ces animaux, dauphins et otaries, ont été préférés aux autres espèces ? De par leur capacité d'écolocalisation, qui ne sont pas du tout équivalentes au sonar que l'on peut mettre en place, leur rapidité, leur aisance et leur capacité à plonger à de grandes profondeurs mais également leur faculté d'apprentissage. Ils ont été dressés et utilisés à plusieurs fins comme protéger les bases navales et notamment les sous-marins nucléaires pendant la guerre du Golfe, la guerre d'Irak et même la guerre du Vietnam. Ils ont été utilisés pour récupérer des objets et des équipements, pour déminer, et il semblerait qu'ils aient été utilisés pour neutraliser des commandos. Actuellement, fin 2016, l'armée américaine s'est engagée à mettre fin au programme d'entraînement de ces animaux et d'y vouloir les remplacer par des drones. Cela doit prendre effet début 2017. Dans le cas des dauphins en Russie, suite à l'annexion de la Crimée en 2014, de nouveaux dauphins soldats appartiennent désormais à la Russie. Certains viennent d'être également vendus à l'Iran et nulle part il n'est fait mention de la fin de l'utilisation de ces dauphins soldats par la Russie. Animateur. Dans la littérature, il existe de nombreuses sources qui indiquent une mortalité élevée, de faibles taux de reproduction, une acclimatation difficile des nouveau-nés et une espérance de vie plus courte en captivité. Est-ce que ce sont des faits que vous constatez en captivité ? Et comment expliquer cela d'un point de vue biologique ? Le constat est juste mais les explications sont pour la plupart à l'état d'hypothèse. Et les hypothèses sont nombreuses et parfois trop compliquées à tester d'une manière irréfutable. Par exemple, on peut poser l'hypothèse que le manque d'activité physique des animaux en captivité est propice au développement de syndromes dépressifs. Le lien mécanistique entre ces deux paramètres est actuellement à l'étude chez d'autres mammifères comme la souris. Il est donc tout à fait raisonnable de proposer cette hypothèse concernant les cétacés, dont la distance totale parcourue dans un bassin au cours d'une année est évidemment bien plus courte que la distance parcourue en mer. D'autres hypothèses relatives à la taille, au niveau ou à la qualité de l'enrichissement des bassins, c'est-à-dire la diversité des éléments d'interaction, sont proposées. De plus, la structure sociale ne s'organise pas avec la richesse dynamique que l'on trouve dans la nature. Or, chez ces animaux, les liens sociaux sont extrêmement importants. Sans compter que toutes ces hypothèses ne sont pas exclusives entre elles. Animateur. Comment pourrait-on adapter les infrastructures, les soins et l'enrichissement pour satisfaire les besoins biologiques de l'espèce et assurer le bien-être des individus en captivité ? FSB. Une première chose serait déjà d'augmenter le volume des bassins qui est finalement assez bas actuellement,
et qui n'a pas vraiment évolué avec le projet d'arrêté. Si l'on prend l'exemple de l'orque, le volume des bassins du Marineland est de l'ordre de 44 000 m3. À l'état sauvage, le volume dans lequel l'animal évolue se chiffre en kilomètres cubes. Cela signifie que l'on donne à l'animal captif moins d'1% de son territoire à l'état sauvage. Si l'on en vient à considérer la profondeur, les bassins pour les orques sont 50 fois moins profonds que la profondeur qu'ils peuvent atteindre en milieu naturel. Il s'agirait également d'adapter les infrastructures, tenter de recréer une biodiversité et un écosystème tel qu'ils pourraient l'avoir à l'état sauvage. Les dauphins vivent sur des territoires qui sont morcelés entre des territoires de chasse, de repos et de jeu. Le projet d'arrêté prévoit actuellement de rajouter seulement des vagues et des cascades. Cela ne change pas le fait qu'ils vivent, et qu'ils évoluent dans une eau qui est finalement sans vie, stérile. Quoi qu'il arrive, aucun delphinarium, aucun bassin aussi grand qu'il puisse être, ne peut être comparable au milieu dans lequel l'animal évolue à l'état sauvage. Concernant les soins, une première avancée serait de ne plus chlorer l'eau des bassins, ce qui provoque des brûlures cutanées et des brûlures au niveau des yeux des animaux. C'est également adapter l'alimentation, remplacer les poissons morts surgelés auxquels on ajoute des vitamines par des poissons vivants pour apprendre les comportements de chasse. C'est réduire les taux de mortalité, les différents cas d'infection. Et ne plus administrer de traitements médicamenteux aux animaux, ce qui change leur biochimie. Enfin, adapter les enrichissements, fournir une stimulation qui est adaptée à chacune des espèces, et surtout permettre à l'animal de retrouver un comportement de chasse, de fluidité dans les groupes d'animaux. En effet, actuellement pour ces animaux, c'est comme si nous nous retrouvions dans une pièce exiguë avec des individus incapables de discuter avec nous parce que nos langages sont différents. Selon moi, imaginer de la semi-captivité pourrait être une alternative chez certaines espèces, avec une amélioration du bien-être tout en conservant des sujets d'étude pour les travaux scientifiques et la sensibilisation avec la possibilité de voir en vrai les animaux. Animateur, selon vous, quels sont les effets du dressage et comment le perçoivent les individus? Est-ce que c'est plutôt considéré par les animaux comme un stress, un moyen d'avoir de la nourriture, un jeu ou bien un enrichissement? FSB. Le dressage ou le domptage finalement, c'est l'art de faire répéter des comportements qui sont conditionnés et qui sont appris à l'animal par l'homme, pour les besoins de certains tours ou acrobaties lors des spectacles. Tous les delphinariums proposent des spectacles de ces animaux. Certains tours qui sont appris aux animaux sont source de douleur et de souffrance. Lorsque l'on demande à une orque de sortir et de s'échouer sur les bords de son bassin pour les besoins des spectacles et des photos, elle subit une compression de ses poumons qui est source de douleur. Le dressage est aussi construit sur une méthode de punition et de frustration. On vient de rappeler que les cétacés sont des animaux sociaux. Dans le cas où les animaux ne réussissent pas leurs exercices, ils vont être isolés de leur groupe. Souvent ils sont nourris en résultat et en récompense des tours qu'ils réalisent, et certaines techniques d'apprentissage qui sont menées au Marineland reviennent à dresser un animal inexpérimenté avec un animal expérimenté. Si l'animal inexpérimenté n'arrive pas à reproduire ce que l'animal expérimenté lui montre, ni l'un ni l'autre n'est nourri, entraînant de la frustration voire même des conflits entre les animaux. Les sources de stress liées aux conditions de présentation et d'exhibition des animaux au public sont aussi très nombreuses. Ils sont présentés avec de la musique, avec le bruit du public, à proximité de manèges, des bruits mécaniques des pompes et des filtres, si bien que les animaux mettent en partie en veilleuse leur système de communication. Modérateur, l'orque s'échoue en milieu naturel. Je pense qu'elle ne le ferait pas si cela lui faisait vraiment mal. FSB. Oui, certaines orques s'échouent dans le cadre de comportements de chasse. Mais en delphinarium, il ne s'agit pas de chasse mais de spectacle. Le problème est de faire payer à des personnes une prestation de 162 € pour faire une photo souvenir avec un animal échoué comme c'est le cas au Marineland. Nous avons demandé à ce que l'échouage volontaire des animaux soit interdit dans les delphinariums. Modérateur, ce n'est pas la même chose, il y a une confusion entre les deux. La raison du spectacle n'est pas une bonne raison, je suis d'accord avec vous. Maintenant à dire que l'animal souffre en s'échouant, je ne suis pas certain que l'orque le referait si c'était le cas et nous savons que les orques s'échouent de manière naturelle.
Imaginons un détenu dans une prison. Si on lui propose de sortir pour faire de l'exercice, il sera content parce qu'il n'a que cela à faire. Animateur. Quelles sont les conditions requises par la législation européenne pour le maintien en captivité des dauphins? Est-ce qu'il existe des inspections et des sanctions face aux manquements constatés par rapport à la législation européenne? FSB. Il existe différents textes mais malgré les meilleures intentions de ces derniers, il y a des manquements répétés aux différents chapitres et dans leur application. À l'échelle européenne, il n'y a pas de modification des textes concernant les delphinariums qui sont prévus, c'est laissé au choix des différents États membres. Mais les 14 États membres détenant des cétacés sont incapables actuellement de faire respecter les dispositions. Ce sont les conclusions de l'enquête de 2011 de la Whale and Dolphin Conservation Society sur laquelle je me suis basé. L'une des conditions minimales requises pour maintenir la captivité de ces dauphins serait déjà de faire appliquer ces textes. Après, s'il doit y avoir une discussion, elle doit avoir lieu entre les États membres, elle doit prendre en compte les différentes connaissances acquises pour envisager une nouvelle forme de captivité. Je pense qu'aller plus loin, c'est tout d'abord interdire les interactions entre le public et les animaux, améliorer les infrastructures, les soins et tous les programmes d'enrichissement pour garantir un minimum de bien-être à l'animal. Par rapport aux inspections et sanctions, c'est la Commission européenne qui a pour responsabilité de faire superviser et de vérifier la mise en œuvre des différents textes. Dans le cadre du règlement interdisant l'importation des cétacés à des fins commerciales, c'est au niveau des douanes des États membres que cela se joue. Dans le cadre de la directive sur les parcs zoologiques, ce sont également les États membres qui commanditent les différentes autorités qu'ils estiment justes pour mesurer et constater les infractions, et ce sont eux qui mettent en place les différentes sanctions. Dans le cas de la France, ces contrôles sont prévus dans 3 codes. Le code de l'environnement qui va coordonner les règles de fonctionnement des delphinariums, et tout ce qui concerne le bien-être des animaux. Les inspections sont réalisées, et les sanctions les plus sévères peuvent atteindre jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende pour les responsables de ces parcs. Dans le cadre du Code rural et de la pêche maritime, il existe un relais lié à tout ce qui est sanitaire. Les inspections sont réalisées par les vétérinaires des directions départementales de protection des populations, DDPP, avec des sanctions pouvant aller en cas d'acte de maltraitance et de cruauté jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Enfin, dans le dernier code, le code pénal, il est possible pour les associations de se porter partie civile en cas d'acte de maltraitance et d'acte de cruauté. C'est l'une des actions actuellement menées par certaines associations de protection animale contre le parc Marineland. Animateur. Est-ce que des espèces tolèrent mieux la captivité que d'autres, les dauphins par rapport aux orques par exemple? FSB. On a tenté de mettre en captivité, comme dans le cas des cétacés à des fins militaires, de nombreuses espèces. Finalement, celles qui restent en captivité sont principalement l'orque et le grand dauphin. Tout simplement, parce qu'ils survivent mieux aux conditions de captivité quand d'autres espèces ne s'y adaptent pas, seulement 3 jours pour certains individus après leur arrivée. Le problème est que la captivité transforme l'animal, par rapport à ce qu'il pourrait être à l'état sauvage. On observe des stéréotypies. Certains animaux jettent en l'air leurs poissons pendant plusieurs heures. Les animaux tels des poissons tournant dans un bocal passent leur journée à faire un nombre d'allers-retours important. On sait qu'une orque peut parcourir jusqu'à 160 km par jour. Je vous laisse faire l'équivalent en nombre de tours dans un bassin. Ce sont également des échouages répétitifs sur des plateformes. Finalement, les problèmes de tolérance à la captivité sont similaires entre les espèces, parce qu'elles appartiennent au même ordre de la classification. Mais on observe également des problèmes différents par rapport à leur biologie. Par exemple chez l'orque, 80% des individus captifs ont leur nageoire dorsale qui tombe, du fait d'un manque de tonus musculaire, ce que l'on n'observe pas à l'état sauvage. Un indicateur pour évaluer cette tolérance à la captivité est tout simplement l'espérance de vie, certes qui s'améliore mais qui reste en dessous de l'espérance de vie en milieu naturel. Et les chiffres varient en fonction des études. Finalement, on sait que ces animaux tolèrent mal la captivité et la question n'est pas la tolérance à la captivité, mais l'intérêt de la captivité. Animateur.
Que pensez-vous de la capture des cétacés dans la nature et quels problèmes cela soulève-t-il s'ils existent? FSB. Depuis 1996, le règlement CE numéro 338/97 met fin à la capture des cétacés à des fins commerciales. L'enquête de 2011 de la Whale and Dolphin Conservation Society montre qu'entre 1979 et 2008, il y a tout de même plus de 285 cétacés, principalement des grands dauphins, qui sont entrés dans le circuit des delphinariums en Europe. Finalement, on se rend compte que pour la plupart des animaux, on ne connaît pas leur origine ou leur provenance. Nous manquons également d'un inventaire centralisé, à l'échelle de l'Union européenne. J'ai fait des recherches et c'est impossible de trouver les données sur les programmes d'élevage européens, ou sur le Studbook. Le ministère de l'Environnement travaille à la mise en place d'un fichier national pour les animaux sauvages en parc zoologique. Les delphinariums ne prélèvent pas d'animaux à l'état sauvage en Europe, c'est interdit, et ils communiquent beaucoup sur ce point. Dans le monde, des animaux sont capturés dans leur milieu pour être placés dans des delphinariums, ce qui est souvent couplé à des massacres. 100 000 dauphins sont tués chaque année. Ces massacres ont été dénoncés par le film documentaire The Cove réalisé par Louis Psioyos avec Richard O'Barry en 2009 et tourné dans la baie de Taiji au Japon. Des animaux sont tués également pour leur viande, pour 500 à 600 € par individu, ou alors capturés pour les placer en captivité. Dans ce cas, l'individu se revend jusqu'à 150 000 €. Récemment, la Chine a passé commande pour 30 millions de dollars à la Namibie pour pouvoir peupler ses delphinariums. Une commande de 10 orques, de 100 dauphins et un nombre incalculable d'otaries. Les spécialistes des cétacés reconnaissent que capturer un animal à l'état sauvage pour le mettre en captivité équivaut à le mettre dans une situation dans laquelle il va mourir. Les taux de mortalité sont 6 fois plus importants dans les 40 jours qui vont suivre la capture. Finalement, l'impact est aussi visible au niveau des populations à l'état sauvage. En prélevant au niveau de petites populations bien distinctes, on remet en cause leur survie, ce qui peut à terme impacter le statut de conservation de l'espèce qui n'est à ce jour pas encore menacée. Il apparaît donc nécessaire de mettre en place des lois internationales pour protéger les animaux à l'état sauvage. Cela soulève des problèmes éthiques évidents sur le bien-être des individus dont il est question. On impose à des animaux de quitter non seulement leur milieu naturel, mais surtout leur réseau social. Nul besoin de faire de l'anthropomorphisme pour comprendre que cela génère un stress chez les individus d'espèces qui vivent en famille pendant des années. Il est donc raisonnable au nom d'un principe de précaution de réfléchir à des limites strictes, espèce par espèce. Animateur. Selon vous, faut-il et peut-on modifier la captivité telle qu'elle existe actuellement? Est-il envisageable d'arrêter la captivité? Et si oui, que faire des individus captifs? FSB. Les delphinariums ne sont pas des cirques comme les considère la Bulgarie, ce sont des zoos. Il faut envisager cette captivité de manière différente, parce que l'on sait qu'elle est source de souffrance pour les animaux même si l'on tente d'améliorer et de réduire ces sources. On pourrait envisager la captivité dans le cadre des centres de soins, lorsque des cétacés s'échouent. C'est une captivité à court terme pour leur permettre de se rétablir, avant de retourner à l'océan. Mais que faire des cétacés issus de ces delphinariums? C'est la réhabilitation dans les sanctuaires. Plusieurs projets existent pour placer les animaux en semi-liberté sur plusieurs hectares, pour leur réapprendre si possible, un comportement de chasse et pourquoi pas à terme les relâcher. Je pense que le modèle du delphinarium fondé sur le spectacle de dressage est dépassé et ne survivra pas au XXIe siècle. Ces dernières années, il y a un mouvement européen sans précédent de remise en cause du bien-être animal. Qu'on le veuille ou non, les choses vont changer, y compris pour les delphinariums. Il y a donc urgence à s'adapter et à proposer de nouveaux modèles de divertissement ou de présentation de ces animaux. Plutôt qu'une multitude de petits delphinariums à petits moyens, disséminés dans toute l'Europe, il faudrait privilégier uniquement quelques gros centres européens avec des moyens beaucoup plus conséquents, avec un investissement des pouvoirs publics et des agences européennes de recherche, de façon à améliorer les conditions, et que l'on en fasse réellement des centres d'études et de sensibilisation et que le divertissement ne soit plus centré sur des numéros de dressage. Et puis,
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.